Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Sébastien Marcotte qui est au microphone. Donc, je vais être votre enseignant de la partie théorique du cours d'astronomie pratique. Le cours d'aujourd'hui, c'est vraiment intéressant. On va parler du système Terre-Lune-Soleil. Il y a deux questions vraiment intéressantes qu'on peut se poser par rapport au système Terre-Lune-Soleil. Premièrement, comment peut-on expliquer les phases de la Lune? Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça si vous vous intéressez à l'astronomie, pleine Lune, nouvelle Lune, etc. Comment on peut expliquer les phases de la Lune? Deuxième question, comment on peut expliquer les éclipses lunaires? Comment expliquer les éclipses solaires? Puis comment expliquer la couleur que prend la Lune au moment d'une éclipse lunaire? C'est toutes des questions auxquelles on va répondre dans la petite vidéo d'aujourd'hui. En plus de répondre à ces deux questions-là, on va aussi avoir comme objectif aujourd'hui de distinguer ce qu'on appelle le jour sidéral et le jour solaire, et aussi le mois sidéral et le mois synodique. Première chose, il faut comprendre comment bougent les trois astres l'un par rapport à l'autre. Donc on a ici le Soleil, on a bien sûr ici la Terre et on a la Lune qui tourne autour de la Terre. Donc bien entendu, la Terre tourne autour du Soleil et la Lune tourne autour de la Terre. En plus de tourner autour du Soleil, la Terre, bien entendu, tourne sur elle-même. C'est ce qui fait les journées. Donc ici, on est du côté nuit. Le côté qui fait dos au Soleil, on est la nuit. Et le côté qui fait face au Soleil, c'est le jour. Bien entendu, ici, les échelles ne sont pas respectées. Donc en réalité, bien sûr, le Soleil est beaucoup, beaucoup plus gros que la Terre. Donc à chaque fois que la Terre fait un tour sur elle-même, c'est une journée. Et lorsqu'elle fait un tour complet autour du Soleil, c'est un an. Donc elle va faire 365 tours sur elle-même pour faire un tour complet autour du Soleil. Maintenant, il y a deux façons de définir un jour en astronomie. Le jour sidéral et le jour solaire. Supposons qu'on a le Soleil ici, le cercle gris représente la Terre. Donc la Terre est en train de tourner autour du Soleil dans ce sens-là. Là, la Terre, elle tourne sur elle-même dans le sens qui est représenté ici par la flèche. Donc, si on regarde le point S ici qui est à la surface de la Terre, si on prend le temps que ce point S-là ait fait vraiment un tour complet par rapport aux étoiles lointaines fixes, à ce moment-là, ça va prendre une durée qu'on appelle le jour sidéral. Donc ça, c'est vraiment la période qu'a pris la Terre pour faire 360 degrés, pour faire une rotation complète. C'est pas exactement 24 heures, c'est 23h56 minutes environ. Donc c'est une journée moins 4 minutes. Maintenant, le point S au départ était vis-à-vis le Soleil. Si vous laissez un peu plus de temps pour que le point S revienne vis-à-vis le Soleil, à ce moment-là, vous allez avoir fait ce qu'on appelle un jour solaire. Et là, vous allez avoir pris exactement 24 heures. Autrement dit, un jour solaire, c'est le temps que prend le Soleil pour revenir à son zénith, c'est-à-dire son point le plus haut dans le ciel. Okay? Donc, quand le Soleil atteint son point le plus haut dans le ciel, c'est c'est à midi heure solaire, mais c'est pas nécessairement à midi sur votre montre, parce qu'oubliez pas que il y a une bonne partie de l'année, l'été, on est dans l'heure avancée. Fait qu'en réalité, on est décalé par rapport à l'heure solaire d'une heure. Puis en plus de ça, on n'est pas tous à la même. N'oubliez pas qu'il y a la notion de fuseau horaire. Fait qu'on prend différents points de la latitude terrestre, puis on leur assigne exactement la même heure. Donc, l'heure qui est sur notre montre, c'est pas exactement l'heure solaire. Mais si on regarde sur notre montre exactement à quelle heure le Soleil arrive à son point le plus haut dans le ciel, 24 heures plus tard, ça va être le Soleil va encore atteindre son point le plus haut dans le ciel. Ça, c'est un jour solaire. Voici une animation qui va vous l'illustrer très bien. Vous avez la Terre, vous avez la Lune et vous avez le Soleil ici. Encore une fois, les distances ne sont pas à l'échelle, c'est juste pour comprendre la situation. Donc, supposons qu'on a un point de référence ici, le point A, qui est à la surface de la Terre et qui fait face directement au Soleil. On va commencer le temps. OK. Alors là, vous voyez, on a fait exactement 360 degrés. La ligne ici a fait un tour complet. On est revenu à la même position. Donc là, ça, c'est un jour sidéral, 23h56 minutes. Si on laisse le temps au point A pour qu'il revienne face au Soleil, ça va prendre 4 minutes de plus. Et là, on va arriver à 24 heures pile.
Donc, cette durée-là, c'est le jour solaire. C'est une journée par convention. On a un phénomène un peu similaire avec le mois. D'ailleurs, vous êtes peut-être déjà posé la question, pourquoi est-ce qu'on a subdivisé l'année en 12 mois? A priori, c'est une subdivision qui est vraiment arbitraire. On aurait pu décider de diviser une année en 10 mois ou en 4 mois. Pourquoi on a choisi 12 mois? Pourquoi on a choisi une durée d'environ 30 jours pour chaque mois? Ben, l'origine de ça, c'est le cycle lunaire. Le cycle lunaire a une durée justement d'environ 30 jours. Donc, si on regarde purement la Lune autour de la Terre, le temps qu'elle va prendre pour faire un tour autour de la Terre, c'est ce qu'on appelle la période de révolution, c'est le mois sidéral, le 27,3 jours. Ça, c'est comme l'équivalent du jour sidéral. Si, à la place de ça, vous regardez l'intervalle de temps en 2 pleines lunes, vous allez obtenir ce qu'on appelle le mois synodique. Et là, ça va vous donner une durée qui est vraiment proche là, d'un mois conventionnel, à une durée de 29,5 jours. Évidemment, on aurait pu faire la même chose en regardant l'intervalle de temps en 2 nouvelles lunes. Ça aurait été exactement la même durée. L'intervalle de temps en 2 nouvelles lunes aurait aussi donné 29,5 jours. Et c'est de là c'est à cause de ça qu'on a choisi par convention d'utiliser des mois d'environ 30 jours. Parlant de la Lune, voici là, une superbe image de la face visible de la Lune. Parce que, vous savez, la Lune nous montre toujours, vue de la Terre, nous montre toujours la même face. Donc, pour voir la face cachée, il faut aller ailleurs que sur Terre. Il y a quelque chose que je veux dire par rapport à la Lune. Parce que quand on regarde des images ou des dessins dans des livres par rapport à la Lune, il y a vraiment quelque chose d'erroné qui est fait de manière très très fréquente. Puis ça m'agace un peu. Je voulais vous faire part de ça. Si vous regardez l'image ici, c'est quoi l'erreur dans l'image? Prenez quelques instants là, pour y penser. Alors bien sûr, l'erreur ici, c'est que la Lune, bien entendu, est une sphère. Donc, toute cette surface-là ici, c'est la Lune. Donc, si on imagine là, la Lune qui elle continuerait comme ça ici. Donc, évidemment, toute cette zone-là ici, c'est la Lune. Donc, évidemment, c'est impossible de voir les étoiles qui sont dans cette zone-là parce que, évidemment, ces étoiles-là sont occultées par la Lune. Donc, bien sûr, la zone l'espèce de fragment de Lune qu'on ne voit pas, il doit être totalement sombre. Il doit pas avoir des étoiles dans cette zone-là. Juste en faisant une petite recherche sur Google, on voit que cette erreur-là est omniprésente dans les représentations symboliques de la Lune. Alors, maintenant, on va revenir à la question, comment expliquer les phases de la Lune? Supposons ici, on a le Soleil qui est à droite, on a la Terre, on a la Lune ici qui tourne autour de la Terre. Là, ce que vous voyez dans la cercle qui est à l'intérieur, c'est dans le fond, la section qui est comme éclairée et comme en jaune, là. Puis la section qui est noire, c'est la section qui est sombre. Donc, évidemment, la section sombre, c'est celle qui fait dos au soleil. Fait que c'est toujours celle qui est à gauche, autrement dit, la moitié de gauche, parce que le soleil est à droite. Puis la moitié de droite, c'est toujours la face qui est éclairée, parce que c'est elle qui fait face au soleil. Puis même chose pour la Terre, là, la moitié de droite, c'est elle qui est éclairée, la moitié de gauche, elle est sombre. Donc c'est la nuit de ce côté-ci, c'est le jour de ce côté-ci. Sur le cercle extérieur ici, vous voyez, en fait, ça vous représente la Lune telle que vue de la Terre à ce moment-là. Donc lorsque la Lune, par exemple, est ici, nous sommes en nouvelle Lune. C'est-à-dire que la face sombre de la Lune
fait face à la Terre. Autrement dit, la Terre, vu de la Terre, on voit la face sombre. Donc, on voit ça. On voit rien dans le fond, on voit juste une zone sombre. C'est la nouvelle Lune. À l'inverse, lorsque la Lune elle est ici, elle nous présente sa face qui est complètement illuminée. Donc, vu de la Terre, on voit toute la face visible de la Lune. C'est la pleine Lune. Elle est pleinement illuminée. Et entre ces deux extrêmes-là, on a les autres phases. Donc, si on parle ici de la nouvelle Lune, la première, ici on a le premier croissant. Donc, pour comprendre qu'est-ce qu'on voit de la Terre, il faut vraiment que vous imaginez que nous, ce qu'on voit, c'est juste la portion qui fait face à la Terre, la moitié qui fait face à la Terre. Autrement dit, on voit juste cette partie-là qui est ici. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on voit? On voit surtout du noir, on voit surtout de l'obscurité, puis à droite complètement, on voit une petite zone de clarté. Donc, ça, c'est ce qu'on voit depuis la Terre, donc surtout de l'obscurité, puis à droite complètement, une petite zone de clarté. Quand on est dans cette position-là, ce qu'on appelle le premier quartier, la Lune est éclairée à moitié vue de la Terre. Alors, là, dans le fond, encore une fois, ce qu'on voit de la Terre, c'est l'hémisphère qui fait face à la Terre. Fait que cet hémisphère-là ici. Fait que vu de la Terre, qu'est-ce qu'on voit? La moitié droite est illuminée. C'est ça ici. Puis la moitié gauche est obscure. C'est ça ici. Et etc. Si on regarde pour là ici, la portion qui est visible, c'est celle-ci. Donc, essentiellement, on voit surtout... la Lune est illuminée en grande partie, mais il y a juste une petite zone à gauche qui est sombre. Alors, c'est ça qu'on voit ici. Une petite zone sombre, mais elle est surtout illuminée. C'est ce qu'on appelle une Lune gibbeuse croissante. Donc, on appelle gibbeuse lorsqu'elle est entre un quartier... En fait, lorsqu'elle est éclairée plus qu'à moitié. On l'appelle gibbeuse. Par convention, on définit comme le début du cycle lors de la nouvelle Lune. C'est vraiment un choix arbitraire. Là. On aurait pu décider de commencer le cycle, mettons, à la pleine Lune. Mais non, on a décidé arbitrairement de commencer le cycle ici. Fait que c'est pour ça que ici, quand on a un croissant, on l'appelle le premier croissant, parce que c'est comme, si on considère le début du cycle ici, c'est comme le premier croissant qui se produit à partir du début. Ensuite, le premier quartier, puisque, encore là, il y a deux quartiers, donc il y a lui ici et il y a lui ici. C'est quand la Lune est éclairée à moitié vue de la Terre. Mais celui-là, c'est le premier qui se produit. Si on commence le cycle ici, donc on l'appelle le premier quartier. Ensuite, Lune gibbeuse croissante. Gibbeuse, comme je dis, quand elle est éclairée plus qu'à moitié vue de la Terre. Puis croissante parce qu'elle est en train de grossir. Donc la zone illuminée est en train de grossir. Donc pour ça qu'on appelle croissante. On a ensuite la pleine Lune. Ensuite, gibbeuse, parce qu'elle est encore illuminée plus qu'à moitié, sauf que maintenant, elle est décroissante. C'est-à-dire qu'on s'en va vers une Lune de plus en plus petite. Ensuite, dernier quartier. Dernier croissant. Et on revient à la nouvelle Lune. On a fait un cycle lunaire. Puis tout ce cycle-là, c'est un mois synodique. Fait que c'est 29 jours et demi. Ça, c'est un truc mnémotechnique pour se rappeler de qu'est-ce qui est le premier croissant puis qu'est-ce qui est le dernier croissant. Donc, si on imagine ici le P de premier, alors la Lune, vous voyez, elle rentre dans l'espace du P ici. Fait que ça, c'est le premier croissant. Ou encore, si elle est vraiment à moitié pleine, ben, c'est le premier quartier. Et même chose pour le dernier quartier, ben là on imagine le D comme ça de dernier. Si la Lune elle rentre à l'intérieur de l'espace du D ici, c'est le dernier quartier. Fait que dans le fond, ça c'est utile quand vous regardez le ciel. Vous voyez, mettons, vous voyez que c'est à peu près à moitié, donc c'est un quartier. Mais là vous vous demandez, est-ce que c'est le premier ou c'est le dernier? Donc est-ce qu'on s'en va... Autrement dit, est-ce que la Lune est en train de croître et s'en va vers la pleine Lune, ou au contraire, est-ce que la Lune est en train de décroître et s'en va vers la nouvelle Lune?
Ben, ce truc-là, ça va vous aider à vous en souvenir. Ça, c'est une séquence de photos vues de la Terre, des différentes phases de la Lune. Vraiment, c'est des superbes photos, là. Fait que vous avez le premier croissant ici. Là, évidemment, le croissant, il va augmenter progressivement. Quand on arrive à peu près à... Quand la Lune est à peu près à moitié éclairée, c'est le premier quartier. Ensuite, on continue ici. Là, on arrive dans une Lune gibbeuse croissante pour arriver à la pleine Lune. Ensuite, la Lune commence à décroître. Donc, on est dans une Lune gibbeuse décroissante. Quand elle est à peu près à moitié pleine, on arrive au dernier quartier. Et ensuite, dernier croissant. Et on arrive à la nouvelle Lune. Nouvelle Lune, on ne voit pas la Lune. Je vais montrer une petite animation qui va vous aider à le comprendre encore mieux. Donc, on a la Terre, la Lune. Là, le Soleil, on ne le voit pas sur l'image, mais on voit que les rayons... Ça, c'est les rayons du Soleil. Donc, le Soleil est plus loin à gauche. Alors, ici, vous avez la face éclairée de la Lune, la face sombre de la Lune. Et ici, vous voyez ce qu'on voit de la Terre. Donc là, ici, on est dans la nouvelle Lune. Vu de la Terre, on voit la face sombre. La Lune commence à tourner. On va mettre des repères pour mieux voir qu'est-ce qui se passe. Fait que le point A ici, vu de la Terre, c'est comme à droite complètement de la Lune. Le point B, c'est comme le point à gauche complètement de la Lune. Okay? Donc là, ici, on est dans un premier croissant. Donc il y a une toute petite zone de clarté ici à droite. C'est cette zone-là ici. Ensuite, la zone de clarté, vous voyez, à droite, elle augmente. Donc là, ici, la zone de clarté augmente. Le croissant est en train de grossir. Le croissant grossit encore. Jusqu'à arriver au premier quartier. Donc, vu de la Terre, on voit la Lune à moitié pleine. Fait que vous voyez, les repères ici, ils aident vraiment à comprendre. Donc, le point A, c'est le point à l'extrême droite de la Lune. Et le point B à l'extrême gauche, vu de la Lune. Vu de la Terre. Ensuite, là, ici, on a une petite zone sombre dans la zone de gauche. Ici. Là, ici, on voit entièrement la face de la Lune. C'est la pleine Lune. Là, ensuite, il y a une zone d'ombre qui apparaît à gauche. Donc, c'est cette zone-là ici. On est dans une Lune gibbeuse décroissante. Dernier quartier. Dernier croissant. Donc là, il y a juste une zone de clarté à gauche ici. Pour revenir à la nouvelle Lune. L'autre sujet dont je veux traiter, c'est les éclipses. Alors, ça, c'est un phénomène qui vous intéresse sans doute parce que c'est fascinant, c'est magnifique, c'est quelque chose qui capture vraiment l'imaginaire des gens quand ça se produit. Particulièrement les éclipses solaires parce que c'est tellement rare d'avoir l'occasion d'en observer. Surtout des éclipses totales. Alors, à gauche, vous avez une éclipse solaire, on l'appelle aussi éclipse de soleil. Dans ce cas-ci, c'est le soleil qui est éclipsé par la Lune. Donc, autrement dit, la Lune nous obstrue le soleil. On le voit quand même, bien sûr, le soleil. Vous voyez ce qu'on appelle la couronne ici. Donc, le soleil n'est jamais complètement caché à 100%. D'ailleurs, vous voyez ici, il y a une petite zone là, du soleil qui est visible. Donc, même si on l'appelle éclipse totale, c'est jamais vraiment à 100% en réalité. Éclipse de lune, ça, c'est plutôt la lune qui est éclipsée par l'ombre de la Terre. Ce qui est particulier, c'est que la lune, elle reste visible quand même, mais avec une teinte rougeâtre ou orange-rouge, là, très très caractéristique. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi y a-t-il pas des éclipses à toutes les nouvelles lunes et à toutes les pleines lunes? Regardons ce que je veux dire. Regardons par exemple lors d'une nouvelle lune. Une nouvelle lune, lorsque la lune est ici, lorsque la lune est entre la Terre et le Soleil, pourquoi à chaque nouvelle lune ne se produit-il pas une éclipse de soleil? Puisque justement, la lune semble être
semble justement faire de l'ombre sur la Terre. Et à l'inverse, si on prend la pleine lune, pourquoi est-ce que la lune n'est pas toujours éclipsée? Donc, autrement dit, pourquoi est-ce que la lune n'est pas toujours dans l'ombre de la Terre lors d'une pleine lune? Pourquoi il ne se produit pas une éclipse de lune à chaque pleine lune? Et pourquoi il ne se produit pas une éclipse de soleil à chaque nouvelle lune? Connaissez-vous la réponse à cette question? Parce que quand on regarde la situation telle que représentée sur la figure ici, ça laisserait suggérer ça. La raison, c'est que la situation géométriquement est un peu plus complexe que ce que tend à suggérer cette image. En réalité, l'orbite de la Lune est inclinée par rapport à l'orbite de la Terre, qu'on appelle l'écliptique. Donc l'écliptique, c'est le plan de révolution de la Terre autour du Soleil. Le plan autour duquel la Terre tourne autour du Soleil. C'est le plan qui est représenté ici là, en bleu pâle. Okay? L'espèce de... le plan ici, ça c'est l'écliptique. C'est le plan de révolution de la Terre autour du Soleil. Maintenant, le petit plan que vous avez ici, vous voyez, qui est incliné, ça c'est le plan de la révolution de la Lune autour de la Terre. Donc vous voyez que les deux plans ne sont pas parallèles. Ils sont inclinés de 5 degrés environ, l'un par rapport à l'autre. Et c'est ça la clé. Regardons le cas numéro 1. Donc, dans le cas numéro 1, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on est dans la NL, ici c'est pour nouvelle lune, PL c'est pour pleine lune. Lorsqu'on est dans la nouvelle lune, regardez ce qui se passe. À cause de cette inclinaison-là du plan de l'orbite lunaire par rapport au plan de l'orbite terrestre, la Lune, en réalité, dans cette position-là, elle n'est pas directement entre la Terre et le Soleil. Elle est plus basse, comme vous voyez ici. Autrement dit, elle est en dessous de l'écliptique. La Lune, elle est en dessous du plan de révolution de la Terre. Donc, si vous regardez le cône d'ombre que donc le Soleil est ici, la Lune, le cône d'ombre que la Lune va produire, vous voyez que ce cône-là, il manque la Terre. Il ne touche pas la Terre. Donc, ça ne va pas produire d'éclipse de Soleil dans cette situation-là. À l'inverse, si on regarde la pleine Lune, ici, à cause du fait que le plan de l'orbite lunaire est incliné, la pleine Lune est au-dessus. La Lune est au-dessus de l'écliptique, au-dessus du plan de révolution de la Terre. Donc, étant au-dessus, l'ombre de la Terre ne va pas toucher à la Lune. Donc, la Lune va rester pleinement éclairée dans cette situation-là. On va avoir une pleine Lune ordinaire, autrement dit. Et non pas une pleine Lune, et non pas une éclipse de Lune. Donc, dans quel cas est-ce qu'on va avoir des éclipses? C'est dans une situation telle que représentée au cas numéro 2. Donc, si vous regardez dans le cas numéro 2, ici on a la nouvelle Lune, ici on a la pleine Lune. Alors, regardez ce qui se passe ici. Dans cette position-là, étant donné la direction là, de la Terre par rapport au Soleil, le fait que l'orbite de la Lune est inclinée n'a pas d'importance à cette position-là. Donc, à cette position-là, la Lune en nouvelle Lune, elle est effectivement directement entre la Terre et le Soleil, comme on voit ici. La Lune, elle est vraiment dans l'axe Terre-Soleil. Et donc, son ombre, l'ombre de la Lune, va effectivement toucher la Terre pour produire une éclipse de Soleil. Donc, les éclipses de Soleil vont se produire en situation de nouvelle Lune. Et de l'autre côté, ici, la Lune, encore une fois, se trouve dans l'axe Terre-Soleil. Donc, elle va se trouver ici dans la zone d'ombre qui est créée par la Terre. Et donc, il va se produire une éclipse de Lune. Encore une fois, regardons ce qui se passe en termes avec une animation. Ça permet de visualiser encore mieux. On a le Soleil.
Ici, on a représenté comme 4 positions spécifiques de la Terre dans sa révolution autour du Soleil. Regardons ce qui se passe à la position 1. Est-ce que cette position-là permet les éclipses? Oui. Regardez, lorsque la Lune va venir passer devant la Terre, elle va donner une zone d'ombre qui va venir toucher la Terre et il va se produire une éclipse de soleil à l'endroit où est-ce que on voit le petit point noir ici. C'est l'endroit où est-ce que le cône d'ombre de la Lune vient toucher la Terre. Observez que cette zone d'éclipse-là sur la Terre est très très petit, le petit point noir. Donc c'est pour ça que c'est très rare qu'on peut observer des éclipses de soleil en un endroit donné de la Terre parce que la zone d'ombre vient toucher juste en un tout petit point sur la surface de la Terre. Lorsque la Lune va passer derrière, elle va entrer dans la zone d'ombre de la Terre et donc il va se produire une éclipse de Lune. Observez la différence. L'éclipse de soleil est seulement visible dans l'endroit où est-ce que le petit point noir touchait la Terre. Donc, c'est très rare qu'on peut l'observer. Par contre, l'éclipse de Lune, c'est complètement différent. Dès qu'on est dans la zone, dans la zone de nuit de la Terre, on va pouvoir observer l'éclipse de Lune. Okay, l'éclipse de Lune, elle est visible pour tout le monde, autrement dit sur Terre, tant aussi longtemps qu'on est la nuit. Donc, les éclipses de Lune ne sont pas en réalité plus fréquentes que les éclipses de Soleil, mais elles ont l'air plus fréquentes. Mais la raison, c'est parce que c'est plus facile en un endroit donné de la Terre. Donc, par exemple, ici à Laval, ça va être beaucoup plus souvent qu'on va avoir l'occasion d'observer les éclipses de Lune que de Soleil. Parce que l'éclipse de Lune est visible de partout sur Terre, côté nuit. À la position 3, c'est la même chose. Donc, on va avoir une éclipse de Lune ici. Et on va avoir une éclipse de Soleil ici. Tandis qu'à la position 2, par exemple, là, on voit que on ne peut pas avoir d'éclipse. Parce que, marquez que lorsque la Lune, elle passe entre la Terre et le Soleil, elle n'est pas directement dans l'axe, elle est au-dessus, dû à son plan qui est incliné. Donc, à ce moment-là, on peut pas elle ne projette pas son ombre sur la Terre. Donc, le plan de rotation de la Lune, c'est le plan qui est en brun. Le plan de révolution de la Terre, c'est le plan qui est en bleu. Lorsqu'elle vient en pleine lune, elle n'est pas en éclipse lunaire, étant donné qu'elle passe en dessous. Donc elle continue d'être éclairée par le soleil, puisqu'elle n'est pas directement dans le cône d'ombre de la Terre. Représentation schématique de ce qui se passe pour une éclipse de soleil. Encore une fois, c'est pas du tout à l'échelle. Donc la lune vient se placer entre le soleil et la Terre. On a le cône d'ombre ici. Et on a aussi un cône de pénombre. Pénombre, ça veut dire qu'il y a certains rayons qui vont se rendre là. Mettons dans cette zone-là ici, il y a certains rayons qui vont se rendre du soleil, mais il y en a d'autres qui vont être bloqués. Fait que pour définir les zones d'ombre et de pénombre, c'est facile, c'est qu'on part d'ici du haut du soleil, on vient faire un rayon qui passe par le haut de la lune, puis un rayon qui passe par le bas de la lune. Ça délimite... et ensuite, on fait la même chose là, pour les rayons qui partent du bas du soleil, qui passent vers le haut de la lune et vers le bas de la lune. Et ça définit notre cône d'ombre et notre cône de pénombre. Donc, autrement dit, dans la zone d'ombre, théoriquement, toute la lumière du soleil est bloquée. 100%. Comme je dis, c'est jamais vraiment à 100%, là, mais presque toute la lumière du soleil. Puis dans le cas de la zone de pénombre, c'est juste partiellement. Il y a une partie des rayons du soleil qui sont bloqués. Donc dans le cas d'une éclipse totale, pour l'observer, vous êtes ici. Okay? Pour l'observer, ça c'est ce qu'on observe là. C'est un arrêt sur image de différents moments pendant l'éclipse. Lorsqu'on est
pour pouvoir l'observer, il faut être vraiment directement dans la zone d'ombre ici. Ce qui est beaucoup plus facile, entre guillemets, à observer, donc beaucoup plus fréquent, c'est des éclipses partielles. Parce que pour voir une éclipse partielle, il faut juste être dans la zone de pénombre. Fait que par exemple ici, là, ou par exemple ici, ou ici. Donc dans la zone de pénombre, vous voyez que la zone de pénombre est beaucoup plus grande que la zone d'ombre. Donc c'est pour ça que vous avez beaucoup plus de chances qu'il y ait une zone de pénombre qui tombe sur, mettons, la ville de Laval, qu'une zone d'ombre. Donc en un point donné de la surface terrestre, mettons la ville de Laval, il va se produire beaucoup plus souvent des éclipses partielles que des éclipses totales. Fait que, vu de la Terre, l'éclipse partielle, donc la Lune ici va venir obstruer le Soleil, mais elle ne va jamais l'obstruer complètement. Donc il va toujours rester un croissant de Soleil. Regardons une vidéo pour représenter une éclipse totale de Soleil. Vous avez la Terre, vous avez le Soleil ici, vous avez la Lune. Donc là, vue de la Terre, ça c'est ce qu'on voit. Fait que là, la Lune est en train d'obstruer le Soleil. Oh! Là, ici, ça c'est le moment magique. La Lune vient complètement obstruer le disque solaire. Quand on observe des éclipses, c'est très important de porter des lunettes de protection. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, sinon vous pouvez avoir des dommages permanents à la vue. La raison est que le Soleil émet une très forte quantité de radiation. En fait, il ne faut jamais regarder le Soleil en face, éclipse ou pas. Okay? C'est pour ça que on porte des lunettes de soleil. C'est sûr que si on accroche juste le soleil en passant dans notre champ de vision, ça ne causera pas de dommages permanents. Mais il ne faut jamais fixer le soleil. Donc sauf dans des situations comme de coucher de soleil ou de lever de soleil. Parce qu'à ces moments-là, le soleil la quantité de rayonnement qui atteint nos yeux est très faible. Donc, dans ce cas-là, c'est pas dangereux au coucher de soleil puis au lever de soleil. Mais hormis ces situations-là spéciales, mettons, quand on est en plein après-midi ou à midi, il ne faut jamais regarder directement le soleil. Parce que justement, la quantité de rayonnement est tellement forte que ça peut carrément brûler la rétine. Maintenant, dans une éclipse, c'est un peu le même principe. C'est juste que, vu que l'œil est comme pas vraiment fait pour observer des éclipses, fait que normalement, l'œil a comme un mécanisme de défense. Si vous regardez le soleil, vous allez être ébloui, puis vous allez avoir le réflexe instantanément de fermer les yeux. Vos pupilles vont se rétrécir instantanément. Fait que l'œil va automatiquement réduire la quantité de lumière qui va être admise de manière à préserver la rétine. Si, par contre, vous êtes dans une éclipse, l'œil n'aura pas le même réflexe parce qu'il n'est pas habitué à ce genre de situation-là. C'est comme si pour l'œil, c'était comme si c'était une situation inoffensive. Mais en réalité, il y a quand même une grande quantité de lumière qui peut quand même atteindre votre œil. Pas tant que tel pendant la phase qu'on voit ici présentement. Donc, pendant que la Lune est complètement obscurcie, ça, à ce moment-là, on peut retirer les lunettes. Mais dès que la Lune n'est plus complètement vis-à-vis le Soleil, donc par exemple, à partir de ce moment-ci, là, il faut absolument porter les lunettes parce que c'est là que c'est dangereux. Parce que là, il y a déjà beaucoup de rayonnement qui arrive dans nos yeux, puis les yeux sont ont pas assez de... Les pupilles vont pas assez se contracter, puis on n'aura pas le réflexe de fermer les yeux, et là, ça peut brûler la rétine. Si on veut pas prendre de chance, on peut l'observer au complet là, avec les lunettes. Le dernier type d'éclipse de soleil, c'est les éclipses annulaires. Annulaire pour anneau. Parce qu'à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que oui, la Lune, elle passe directement entre la Terre et le Soleil, mais elle est plus loin.
elle est plus loin de la Terre. Ce faisant, son cône d'ombre ne va pas vraiment toucher la Terre. Donc c'est un type d'éclipse partielle, dans le fond, une éclipse annulaire. Mais c'est une éclipse spéciale où est-ce que, oui, elle est partielle, mais la Lune est quand même parfaitement centrée sur le Soleil. Donc, ça donne quelque chose de très spectaculaire, là. Le centre du Soleil est complètement obstrué par la Lune, mais tout l'extérieur du Soleil est lumineux. Dans ce type d'éclipse-là, il faut absolument porter les lunettes en tout temps. Même chose pour des éclipses partielles. Dans une éclipse partielle, dans une éclipse annulaire, absolument, il faut porter des lunettes de protection en tout temps. Ces lunettes de protection-là sont faciles à trouver. Lorsqu'il se produit une éclipse dans un endroit donné, c'est un grand événement, puis il y a plusieurs magasins qui se mettent à vendre ce genre de lunettes de protection-là. Donc ici, au plus fort de l'éclipse, le Soleil, on le voit juste comme un anneau. C'est vraiment spectaculaire. Donc d'où le nom éclipse annulaire. Ça, c'est une carte des éclipses solaires qui ont eu lieu et vont avoir lieu, c'est-à-dire toutes les éclipses entre 2001 et 2050 en Amérique du Nord. Les zones que vous voyez colorées en bleu, alors ici c'est les éclipses totales, ici c'est des éclipses annulaires. Fait que les zones que vous voyez ici colorées, c'est les zones où va passer la zone de totalité. Donc, si vous remarquez, il y a une éclipse qui va passer par chez nous. C'est l'éclipse du 8 avril 2024. Éclipse totale. Alors, si ça vous intéresse, il y a un article Wikipédia spécifiquement sur cette éclipse-là du 8 avril 2024. Je vous suggère fortement de mettre cette date-là à votre agenda. Je sais que c'est dans encore quelques années, dans un peu plus que 3 ans. Mais je vous dis de le mettre à votre agenda parce que ça va être quelque chose de vraiment unique. C'est vraiment votre occasion, c'est l'occasion de votre vie d'observer une éclipse totale de soleil. Alors, si vous regardez sur l'animation ici, l'animation vous montre la zone d'ombre et de pénombre qui vont passer sur l'hémisphère nord. Sur l'Amérique du Nord. Donc, le petit point en noir, c'est la zone d'ombre, puis le gros cercle en gris, c'est la zone de pénombre. Fait que vous voyez la zone de pénombre. Là où, donc, autrement dit, dans toute la zone en gris, on va pouvoir voir une éclipse partielle. Et seulement dans la petite zone du point noir, on pourra voir l'éclipse totale. Et observez qu'elle passe par le sud du Québec ici. Donc, en fait, elle va passer par le sud de l'île de Montréal. Elle ne va pas passer par Laval. Elle va passer un peu plus la zone d'ombre va passer un peu au sud donc, ça pas, si vous restez à Laval, si vous essayez de l'observer de Laval, vous allez voir une éclipse partielle. Presque totale, mais partielle. Pour voir l'éclipse totale, vous devez juste aller un peu plus au sud. Donc, si vous allez par exemple au sud de l'île de Montréal, au centre-ville, vous allez voir l'éclipse totale. En espérant bien sûr qu'il n'y ait pas de couverture nuageuse cette journée-là pour nous permettre d'avoir un moment vraiment historique. Je dis que c'est une éclipse historique aussi parce que c'est rare les éclipses dont la zone de totalité vont passer par le Mexique, les États-Unis et le Canada. Et non seulement ça, elle va traverser toute l'Amérique du Nord et elle va toucher directement des villes importantes telles que Dallas, Cleveland, Buffalo, Montréal notamment. Donc, lorsque ça va arriver, ça va être vraiment un gros événement. Vous allez en entendre parler partout dans les médias, c'est sûr. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai vraiment hâte à cette éclipse solaire-là du 8 avril 2024. Ça va être incroyable. La semaine prochaine, vous allez avoir votre premier TP et ça va porter sur la sphère céleste et l'utilisation du logiciel Stellarium. C'est un logiciel de simulation du ciel. Vous allez voir, c'est super intéressant. Vous allez apprendre des choses telles que apprendre à se repérer dans le ciel, apprendre à repérer l'étoile polaire, les constellations circumpolaires,
vous allez apprendre à repérer par exemple la constellation d'Orion, qui est une constellation d'hiver. C'est le meilleur moment présentement pour observer une constellation, la constellation d'Orion. Quant à nous, on va se revoir mercredi prochain pour le deuxième cours qui va traiter des instruments de l'astronomie. Donc, on va parler des télescopes, les différents types de télescopes, les télescopes géants, etc. Donc, un cours intéressant. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Merci.